Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien sûr. Bien dans son job aujourd'hui, l'inclusion, où en sont les entreprises? On va en parler avec Damien Dumas, directeur de la stratégie RSE dans le groupe Apicil, à travers un sondage Opinionway. La pause café avec Caroline Ricross, comme chaque semaine. Et puis dans le cercle RH aujourd'hui, avec un grand entretien avec le fondateur et président du Collège de Paris, qui est un groupe d'écoles. On parlera formation, insertion des demandeurs d'emploi, mais aussi des salariés. Il sera notre invité dans le cercle RH. Et puis pour terminer notre émission, fenêtre sur l'emploi, la formation des jeunes à l'honneur, des jeunes alternants et stagiaires qui notent les entreprises. On en parlera avec David-Alexandre Gava, label Engagement Jeune, c'est sa création. Il sera notre invité à la fin de l'émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, et on parle de l'inclusion. Alors c'est un mot un peu valise qu'on utilise beaucoup en ce moment. On va essayer de lui donner une définition peut-être un peu plus précise. Et où en sont justement les entreprises à propos de cette inclusion? Damien Dumas, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de la stratégie en charge de la RSE au sein du groupe Apicil. Quelques mots sur Apicil, c'est de la protection, c'est le care, c'est la bienveillance. Apicil est le troisième groupe de protection sociale, donc on exerce les métiers de retraite complémentaire, les régimes Agirc-Arrco et de l'assurance santé et prévoyance, majoritairement pour les salariés d'entreprise, et puis toutes les solutions d'épargne pour préparer la retraite. 2180 collaborateurs, peut-être 181, peut-être que vous avez embauché un collaborateur de plus aujourd'hui. Il y a cette volonté de vous pencher très sérieusement sur ce mot inclusion, et puis vous vous êtes penché à travers ce baromètre réalisé par Opinionway. D'abord, commençons par le début. On voit que la définition du mot inclusion, même si le handicap parmi les personnes interrogées arrive en tête, il y a plein d'autres définitions données par les Français interrogés de ce mot inclusion. Alors, la première bonne surprise d'un baromètre cette année, c'était la deuxième édition. Absolument. C'est de voir qu'aujourd'hui, il y a 80% des Français qui savent dire quelque chose sur l'inclusion. L'année dernière, c'était 60%. Donc la compréhension de ce thème, le fait de dire l'inclusion, c'est de faire en sorte que toute la diversité soit intégrée, progresse, et c'est une préoccupation de plus en plus importante. Et vous avez raison, l'inclusion de la diversité, elle est très large. Ça peut être le handicap, l'origine, mais rien que la différence homme-femme, l'âge. Tout ça, ce sont des critères à prendre en compte. L'âge arrive assez bas de mémoire. L'âge arrive assez bas, effectivement, dans la perception. Le côté origine et LGBT, race est important. Et LGBT, couleur de peau, évidemment. Peau, et puis apparence. Ouais. Apparence physique qui est ressortie cette année plus fortement que les années précédentes. Je pense qu'il correspond à aussi des regards de la société un peu différents. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce sondage, qui est un baromètre, il y a 84% des Français interrogés, donc qui sont sûrement des salariés ou des chefs d'entreprise d'ailleurs, estiment que les entreprises ont un rôle à jouer pour faire progresser l'inclusion de la société. Alors, on est tous d'accord, concrètement, on fait comment ? Alors concrètement, ce sont effectivement un ensemble d'actions, et pour être franc, c'était l'objectif aussi de notre baromètre, de comprendre où les citoyens nous attendaient. Alors les actions principales qui sont attendues de la part des citoyens, c'est déjà de la sensibilisation des RH, sensibilisation des collaborateurs, et je pense que ça c'est essentiel parce que on a naturellement tendance à prendre des gens qui sont comme nous dans les processus de recrutement. C'est vrai. Et concrètement, avoir cette sensibilisation, cette compréhension des préjugés qu'on peut avoir systématiques ou des présupposés qu'on a systématiques, et de savoir passer au-delà pour intégrer la diversité, c'est un élément important. Donc, éviter les biais. Éviter les biais. On a vu ces chiffres-là apparaître à l'écran sur le recrutement, parce que avant d'être en charge de la stratégie RSE, vous étiez en charge de la gestion santé-prévoyance au sein du groupe, donc vous avez aussi une vue panoramique sur ce qui se passe dans cette grande entreprise. 56% des jeunes actifs considèrent que la politique d'inclusion de l'entreprise est un critère de choix au moment de postuler. Apicil lance ce baromètre pour la deuxième année, c'est aussi de la marque employeur, quand une entreprise est capable d'intégrer tout le monde. Et les différences, parce que c'est ça l'enjeu. Oui. Et ça fait partie, enfin, on a pris cette thématique comme un élément un peu phare de notre stratégie RSE, parce qu'on avait aussi historiquement intégré beaucoup d'actions de sensibilisation auprès des collaborateurs, auprès de la RH, auprès des managers,
pour bien comprendre l'intérêt de la diversité, mais aussi comment faire en sorte que chacun se sente à l'aise, quelle que soit sa situation. Donc des grandes campagnes de communication en interne avec toutes les typologies de diversité pour montrer que c'était important de passer au-delà effectivement des préjugés. Et puis deuxième chiffre que vous avez vu apparaître, 57% des salariés déclarent que leur organisation est engagée en matière d'inclusion, ce qui veut dire que 43% d'entre eux n'ont rien vu venir dans leur entreprise lorsqu'il est question d'inclusion. Là, je me tourne vers vous parce que Apicil décide de lancer ce baromètre, de vraiment faire une campagne de fond pour creuser cette question, sa définition. Comment on fait quand on est en charge de la RSE dans une entreprise de 2000 salariés pour convaincre le COMEX, les managers comment on fait très concrètement ? Alors, je vois sourire, c'est un sujet quand même. Parce que l'approche a été, en fait, elle est venue assez spontanément. On a travaillé il y a 2 ans sur notre raison d'être. On a sorti notre raison d'être par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie. Et après, on est un groupe de protection sociale, donc qui n'a pas d'actionnaire à rémunérer, qui est là pour servir la société. Mais finalement, on s'est dit, avec cette raison d'être, c'est peut-être le moyen de clarifier dans quel domaine, sur quel axe précis nous souhaitons avoir un rôle. Et soutenir toutes les vies, toute la vie, c'est ne laisser personne de côté, donc intégrer toute la diversité, prendre en charge tout particulièrement les vulnérabilités. Et c'est ainsi qu'on est arrivé à ce thème de l'inclusion, qui en plus rebondissait sur une politique RH qui avait été portée par nos DRH depuis de nombreuses années. Et donc on s'est dit, là-dessus, on a un rôle à jouer au-delà de nos métiers. On considère qu'on doit être un aiguillon. Juste qu'on clarifie, on a bien vu la nomenclature et la définition qu'on donne ou que certains donnent à ce mot, qui n'est pas toujours la même. Ça renvoie parfois le mot inclusion au mot quota. C'est-à-dire qu'on se dit, et vous avez cette règle des 6% des personnes handicapées, qui n'est d'ailleurs pas respectée par toutes les entreprises. Ça renvoie à ça quand même, l'idée de l'inclusion. La différence, parfois, elle passe par les quotas. Alors, c'est ce que j'appelle, moi, la proactivité, une politique proactive. Et je pense que sur le handicap, c'est absolument incontournable, parce que c'est quand même un engagement de la part de l'entreprise. Il faut y mettre des moyens, de la sensibilisation, mais aussi parfois des moyens matériels ou de l'accompagnement, des adaptations de postes. Donc il faut qu'il y ait une vraie politique de proactivité, parce que sinon, on va rester à dire à chaque fois, c'est pas possible. Donc ça, c'est ce qui est vrai pour le handicap. Je pense que ça a été aussi par les quotas sur hommes-femmes, l'égalité hommes-femmes, c'est un élément important. Conseil d'administration et maintenant dans les COMEX. Et maintenant dans les COMEX, tout à fait, dans les cadres dirigeants. Et je pense que c'est des mesures qui, quand même, incitent les entreprises à bouger. Et déjà, on voit dans le sondage que 75% des salariés disent « Question handicap, mon entreprise, elle fait quoi ? Elle fait le minimum réglementaire, elle ne va pas au-delà. » Donc si on n'avait pas ça, finalement, ça veut dire qu'il n'y aurait que 25% qui agiraient. Donc ça veut dire aussi qu'à la fois ce baromètre, le sondage et l'attitude des salariés aiguillonnent aussi les stratégies d'entreprise. Ils sont tous ambassadeurs de leur entreprise et ça aide, j'imagine, certaines entreprises à progresser sur ce chemin. Les atouts, selon les salariés, toujours issus de votre baromètre Opinionway, Apicil, 71% considèrent que l'inclusion est une richesse, 63% que l'inclusion est un facteur de performance et enfin 62% que l'inclusion est un facteur d'innovation. La richesse, d'accord, la performance, expliquez-nous. Je pense que c'est la capacité à regarder les choses différemment. Quand je disais tout à l'heure, on a tendance à recruter des gens pareils que nous. Les gens pareils que nous, ils pensent comme nous. Et finalement, se laisser interpeller par un regard différent, c'est une première source de richesse parce qu'on va regarder, on va avoir un regard plus large sur chacune des problématiques. Donc ça nous fait grandir en quelque sorte. Ça nous fait grandir, ça nous permet d'élargir la pensée. Et qui renvoie au facteur d'innovation. Oui. C'est quoi l'idée ? C'est que la différence crée de la richesse et donc on est plus créatif, on est plus innovant ? Oui. Encore une fois, on va avoir des solutions proposées qui vont être différentes en fonction des histoires, des particularités de chacun. Et donc, on va avoir un panorama de solutions qui va être plus large. Comment vous faites, vous, dans votre quotidien en charge de la RSE, parce que c'est un poste important chez Apicil, il y a des baromètres, des études internes, vous posez la question, vous mettez le thermomètre dans des moments réguliers. Comment on fait pour sentir ça, que les salariés se sentent bien, qu'ils trouvent que votre politique est en phase ? Comment ça se passe, ça ? Alors, on a un baromètre assez classique, le Great Place to Work, mais nous sommes en train de travailler avec d'autres entreprises de notre territoire, justement, pour essayer d'aller percevoir
quel est le sentiment, le ressenti des collaborateurs en termes d'inclusion et de diversité dans l'entreprise. Alors, il y a des questions qui sont faciles à poser. Si on veut faire un constat, combien de handicapés, égalité hommes-femmes. Il y en a d'autres où c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que les LGBT sont bien inclus dans l'entreprise? C'est la liberté de chacun. C'est la liberté de chacun, on ne doit pas le savoir. Donc, on va aller sur des questions en termes de ressenti des collaborateurs. Est-ce que vous pensez que l'entreprise est accueillante par rapport à cette population-là? C'est en cours, vous avez déjà quelques chiffres? Non, alors c'est en cours. On le fait ensemble et on le fait à plusieurs entreprises pour pouvoir se comparer les unes aux autres. Après, il y a d'autres actions. Nous, on a des rôles modèles en termes de LGBT. Notre directeur général et notre DRH étaient l'année dernière rôle modèle. Cette année, c'est notre directeur des affaires sociales. Rôle modèle, Alors, rôle modèle, c'est je suis favorable et j'affirme publiquement le fait que je suis pour avoir des LGBT au sein de mon entreprise, soit parce que je le suis moi-même, soit parce que je le supporte. Donc, entre les différentes personnes que je vous ai citées. Donc, j'accepte la différence. J'accepte la différence et je l'affiche. Et je l'affiche. Et je l'affiche. C'est un peu dire, donner un exemple à d'autres personnes dans cette même situation, de dire, tu as le droit de le dire, tu peux le dire. Regarde, le DRH, il s'affirme comme LGBT et ça ne lui pose aucun souci. Juste ce mot, on l'a peu entendu sur ce plateau dans Smart Job. Rôle moteur, ça veut dire quoi? C'est un communiqué? Rôle modèle. Rôle modèle, on fait une visio devant son iPhone. Comment on fait pour le dire? On le dit en réunion publique, on fait une annonce publique. Comment ça marche? Alors, c'est un ensemble d'entreprises qui se regroupent et qui affichent ces rôles modèles. Et oui, c'est publié. Il y a une tribune, alors je ne sais plus dans quel journal, mais avec toutes les entreprises qui s'associent à ça et qui apportent chacun au sein de son entreprise ses rôles modèles. Merci d'être venu nous rendre visite avec sous le bras votre étude Opinionway. Et puis peut-être vous viendrez nous reparler, Damien Dumas, de ces travaux que vous faites pour faire un petit peu avancer, pour essayer de sentir au plus près le ressenti des 2000, presque 200 collaborateurs de chez Apicil, troisième groupe de prévoyance. Merci de nous avoir rendu visite, Damien Dumas, en charge de la stratégie RSE au sein du groupe Apicil depuis 2019. Oui. C'est ça, je ne dis pas de bêtises. Merci Damien, merci de nous avoir rendu visite. On fait une petite pause café, ça arrive aussi chez Apicil. Pause café avec Caroline Ricross, évidemment, qui va nous parler du recrutement. C'est tout de suite. Et une petite pause, une pause café avec Caroline Ricross. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud, ça va? Comment ça va? Très bien. On ne s'est pas vu pendant une semaine, hein? Oui, quand même. Ah oui, c'est pas rien. Pas de café. Aujourd'hui, on s'intéresse aux nouvelles méthodes de recrutement. Et là, vous nous avez concocté, déniché des méthodes un peu extravagantes. Complètement. Lancer de frisbee, serious games ou encore des apéros. Vous allez voir, ce n'est pas une plaisanterie. Les recruteurs, Arnaud, utilisent tous les moyens pour séduire les candidats. Et pour cause, en fait, dans de nombreux secteurs, les entreprises peinent actuellement à embaucher. D'après l'enquête annuelle d'ailleurs de Pôle emploi qui a été publiée début avril, 57,9% des entreprises françaises déclarent anticiper des difficultés de recrutement, une hausse inédite de 13 points par rapport à 2021. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, sont concernées. Alors parmi les motifs invoqués par les employeurs pour expliquer ces difficultés, le nombre insuffisant de candidats est le plus mentionné, 86%. C'est quand même plus 9,1 points par rapport à 2021. Conséquence, les entreprises changent leur manière de recruter pour attirer de nouveaux talents. Mais justement, depuis quelques semaines, il y a des entreprises qui recrutent. Alors, je trouve ça assez dingue. Je l'ai découvert sur Spotify et Waze. Et oui, ça a été en fait lancé par l'entreprise Hippolyte RH. Le concept est assez simple. Grâce à une notification qui s'affiche en haut de l'écran ou une simple annonce vocale, le dispositif en fait permet aux entreprises d'élargir leur horizon de recrutement et d'adapter leur message pour toucher au mieux leur cible. Alors par exemple, sur Waze, l'offre d'emploi s'affiche d'abord lorsque le véhicule est arrêté. J'allais vous le dire. Évidemment, bah oui. Parce que quand on est sur l'autoroute et qu'on veut répondre... C'est ça, une offre d'emploi, ça marche vite. pas. Non, si le conducteur est intéressé lorsqu'il est à l'arrêt, il a juste en fait à cliquer sur l'annonce en question. Il est alors redirigé vers un site où il remplit un formulaire avec son nom, prénom et même CV si jamais il l'a sur son téléphone portable. La candidature est ensuite examinée et évidemment, si elle est intéressée, l'entreprise contacte le candidat en question. Touchée par les pénuries de conducteurs de poids lourds, par exemple, la société de transport routier Bert & New a lancé en mars dernier sa toute première campagne sur Waze. Résultat, en 15 jours, l'entreprise a reçu plus d'une centaine de CV, contre quand même une vingtaine via les canaux classiques.
Sur Spotify, l'offre d'emploi prend la forme en fait d'une annonce vocale entre deux chansons. Vous savez, vous écoutez, si vous n'avez pas d'abonnement, il y a forcément une publicité. Et bien cette publicité, c'est une offre d'emploi. Pas bête. Et là aussi, ça marche, tout comme sur Deezer, son concurrent. En ciblant par exemple des utilisateurs écoutant des podcasts sur la gastronomie, un grand groupe hôtelier a par exemple fait appel à Hippolyte RH, cette fameuse entreprise, pour recruter dans son service de restauration. Alors là, on revient sur du plus classique parce que Waze et Spotify, c'est très nouveau, mais c'est vrai que ça fait quelques temps maintenant qu'on recrute directement sur les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux d'ailleurs. Oui, complètement. Instagram, TikTok ou encore Snapchat. Selon une étude de Focus RH, environ 70% des entreprises déclarent utiliser les réseaux sociaux pour leur activité de recrutement et de gestion de talents. Alors pourquoi ? Eh bien parce que les réseaux sociaux permettent d'abord d'accéder à un vivier de talents qui est plus large, mais aussi de se rapprocher des candidats et puis également de soigner sa marque d'employeur en fait. Alors par exemple, la SNCF, en novembre 2020, en plein confinement, a lancé sa première campagne de recrutement vidéo sur TikTok. Je ne sais pas si vous avez TikTok, Arnaud. J'ai pas TikTok. Vous n'avez pas TikTok. Je dois l'avouer, on n'est pas assez jeunes. Alors, objectif... mais Jean-Luc Mélenchon a TikTok, vous le savez. Oui. Objectif, c'est attirer de jeunes talents et démystifier en fait ces différents métiers. Alors, pour ce faire, elle s'est associée à 7 TikTokers influents. À chacun d'entre eux, la SNCF a donné la mission de présenter un métier de la SNCF de façon simple et décalée. L'occasion, par exemple, de présenter des métiers comme le métier d'électricien, de mécanicien ou encore de conducteur. Une opération réussie pour la SNCF, dont les vidéos ont quand même cumulé 1,5 million de vues, 200 000 mentions j'aime et 1600 commentaires. Alors, même chose, l'entreprise Michel et Augustin utilise régulièrement Snapchat pour plonger en fait sa communauté dans ses coulisses sous la forme... L'agroalimentaire, Totalement, c'est une entreprise agroalimentaire sous la forme de stories type un peu vie ma vie. Elle montre donc les coulisses de l'entreprise, une journée type, les événements internes, les témoignages de collaborateurs. Snapchat est d'ailleurs devenu une véritable vitrine de la marque. Outre les réseaux sociaux, on a également Tinder, vous en avez déjà parlé sur Smart Job, Vinted ou encore Twitch sont aussi désormais des canaux pour décrocher un emploi, des canaux utilisés pour les spécialistes de l'intérim comme Proman ou encore Manpower. Et puis, à côté du CV, de la lettre de motivation, on en parle beaucoup sur ce plateau, certains innovent, inventent et créent des méthodes complètement atypiques de recrutement. C'est ça, je vous en parlais en début de chronique, comme par exemple le jeu vidéo. Ce dernier peut servir aux entreprises en fait à repérer chez des candidats certaines qualités qu'un CV ou un entretien d'embauche ne permettent pas de déceler tout de suite, comme par exemple l'autonomie ou encore la facilité de s'adapter à l'entreprise. Conséquence, quelques entreprises l'utilisent dans leur phase de recrutement en complément quand même des outils classiques comme le CV et l'entretien d'embauche. L'enseigne Bio The Barn va également plus loin. L'entreprise organise des journées qui mêlent des ateliers et lancer de frisbee pour recruter ses futurs employés. Là aussi, en fait, l'idée est d'identifier un peu les valeurs de la personne. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que la personne est vraiment dans la compétition ? Est-ce que la personne a de l'empathie avec les gens ? Enfin voilà, ça permet de... Donc à travers un jet de frisbee, on arrive à... Alors je sais pas comment ça fonctionne. D'accord. Mais oui, apparemment. D'autres entreprises comme L'Oréal ou encore Danone développent des jeux en ligne qui permettent aux candidats qui souhaitent postuler à une offre d'emploi de s'immerger dans l'organisation pour y découvrir en fait les différents métiers de l'entreprise. Ce sont des serious games. Passer cette étape, le candidat ou la candidate peut postuler à l'offre d'emploi. Et puis aux États-Unis. C'est une première étape vers le... D'accord. D'abord, il y a ça. Et ensuite, on peut enfin postuler à l'offre d'emploi. Aux États-Unis, MGM Resorts International, c'est un groupe qui possède de nombreux hôtels et des casinos dans le pays, a décidé d'innover dans sa manière de recruter pour tenter en fait de réduire le turnover dans ses équipes avec un casque de réalité virtuelle. Les candidats en fait sont tout de suite plongés dans le monde des casinos. Et en fait, l'objectif, c'est de savoir si oui ou non ils sont faits pour travailler dans ce secteur. Utilisation des jeux vidéo, les serious games ou encore le casque de réalité virtuelle, des nouveaux outils en fait de recrutement qui certes permettent de dénicher des nouveaux talents, mais quand même Arnaud qui montre également une certaine frilosité quand même des employeurs. Recruter, oui, mais le bon candidat et tout de suite. Il faut que le Festival de Cannes se mette sur les réseaux sociaux. Vous avez vu qu'ils cherchent énormément de salariés pour la durée du festival et ils ne les trouvent pas. Peut-être qu'ils sont déjà sur tous les réseaux, peut-être qu'ils vont jeter des frisbees sur la plage pour essayer de trouver le bon candidat. Merci Caroline Ricross d'être venue nous rendre visite. On fait une courte pause. On s'intéresse au cercle RH dans notre débat, à l'histoire d'une entreprise, le Collège de Paris. Son président, son fondateur est là. C'est un groupe d'écoles. Il viendra nous parler de sa stratégie, de la formation, de l'alternance
gouvernance, mais aussi de la formation des demandeurs d'emploi. C'est un sujet éminemment important. Il est notre invité dans le Cercle RH, juste après la pause. Le Cercle RH, un grand entretien aujourd'hui pour s'intéresser à la formation, pas seulement des étudiants, mais des salariés, des demandeurs d'emploi. Et j'accueille Olivier Delaguerre. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes le président et le fondateur. Alors avec votre frère, hein, je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, avec mon frère Nicolas. Nicolas et Olivier, vous avez créé le Collège de Paris. Alors prime abord, on se dit Collège de Paris, c'est une petite structure, pas du tout. C'est un groupe chapeau, une marque chapeau. Combien d'écoles là sont à l'intérieur de votre groupe ? Alors, vous avez aujourd'hui 15 enseignes, on va dire, c'est-à-dire 15 noms d'écoles qui sont répartis sur plus de 50 implantations sur l'ensemble du territoire et à l'international. Alors, on va parler de l'international et de la France, et puis de vos cibles, parce qu'il y a évidemment les écoles classiques pour les étudiants, mais aussi pour les alternants, pour les demandeurs d'emploi, et on va bien sûr en parler dans le détail. D'abord, quelques mots sur vous, parce que ce qui est très intéressant, on accueille ici parfois des patrons d'écoles ou de groupes d'écoles, et c'est vrai que parfois ce sont des investisseurs, c'est des gens qui n'ont pas de lien direct avec le monde éducatif, ce qui n'est pas votre cas. Vous, avant 2011, vous avez enseigné. Oui, j'ai enseigné. En fait, j'ai commencé ma carrière comme enseignant, comme prof d'histoire, pour tout vous dire, au Liban, donc un peu loin de Paris. Je suis resté dans l'enseignement puisque je me suis occupé du dispositif de formation des assureurs. J'ai enseigné et quand j'ai créé le Collège de Paris, il y avait cette idée, c'était déjà un regroupement des deux premières écoles qu'on avait rachetées avec Nicolas. Deux écoles, hein. Ça commence par 2 écoles. C'est un groupe réduit à sa plus simple expression. 2 écoles et ça s'est bâti là-dessus. Mais on l'a fait avec, je pense, une vision de ce qu'on avait envie d'apporter et aussi, ce qui est important en pédagogie, du public auquel on s'adressait, des gens qu'on avait envie de former. La philosophie, c'est quoi ? Parce que rentrons dans le détail. Vous dites, on avait dès le départ comme ça une forme de structure, de vision de ce qu'on voulait faire. C'est toucher quoi ? Tous les publics ou d'abord les étudiants ? Alors, on s'est adressé d'abord aux étudiants. On vient de l'éducation, on vient du monde de l'enseignement supérieur, mais il y avait dès le départ cette idée d'accessibilité avec 3 valeurs qui sont importantes pour nous. La première valeur, c'est la qualité pédagogique, c'est l'engagement à ce que toutes les formations conduisent à des certifications reconnues par l'État. La deuxième valeur, c'est l'ouverture internationale avec l'avion qui doit fonctionner dans les 2 sens. On accueille des étudiants internationaux, on aide nos étudiants à bouger à l'étranger. Et la troisième, c'est l'accompagnement individualisé vers l'emploi. L'idée qu'une formation, elle répond à des ambitions, des volontés, des projets qui sont ceux des étudiants et qui sont individuels et qu'on doit accompagner au mieux. Et puis progressivement, en partant du public des jeunes, qui reste aujourd'hui encore le gros de nos troupes, on s'est étendu vers les adultes et aussi bien vers les salariés que vers les demandeurs d'emploi. Alors il y a un papier aujourd'hui, d'ailleurs un édito de Patrick Artus, l'économiste, dans les colonnes de l'Express, et qui soulève un point et qui vous impacte très directement. Il dit, le problème aujourd'hui sur les sujets politiques, puisqu'on sort d'une élection présidentielle, c'est pas réellement le pouvoir d'achat, c'est pas réellement tout cela. Il dit, c'est le problème de l'employabilité. Si on règle ce problème de l'employabilité tout au long de la vie, on a réglé une grande partie du problème. Mais vous êtes un des acteurs de cette question de l'employabilité. Il faut accompagner le plus possible les salariés et les demandeurs d'emploi pour qu'ils puissent retrouver un emploi. C'est ça l'enjeu. Oui, parce que en fait, en travaillant dans l'éducation et la formation, vous êtes à l'articulation entre, d'une part, ce qu'ont les gens ont envie de faire, les envies, les désirs de formation, d'avenir, d'emploi, et d'autre part, ce dont le secteur économique a besoin, le besoin de main-d'œuvre. Et en fait, on voit pendant longtemps, on a parlé des problèmes de chômage comme quelque chose d'un peu insoluble, et en s'intéressant beaucoup à comment on crée plus d'emplois, comment on crée de la croissance, dans quel secteur, etc. Et aujourd'hui, on voit que l'enjeu, c'est un enjeu d'adéquation. En fait, ce qu'il faut, c'est arriver à amener les populations qui sont en recherche d'emploi, alors certains de manière très éloignée, d'autres de manière plus proche, et puis les besoins de main-d'œuvre qui en ce moment sont colossaux dans plein de secteurs. Et c'est en fait ces mariages, le métier de nos conseillers formation, c'est de faire des mariages entre les deux, entre des profils et des emplois. Et en fait, la formation, c'est rendre cette connexion possible. Restons sur les demandeurs d'emploi, puisqu'on parlera ensuite de je dirais, vos ambitions et de la réalité à l'étranger, parce que vous avez des antennes un peu partout dans le monde, États-Unis, l'Inde, l'Asie. Vous nous parlerez de la Chine d'ailleurs, parce que je crois que vous avez une petite anecdote assez amusante. Mais pour les demandeurs d'emploi, comment on va les chercher ? Comment vous créez une synergie ? Est-ce que vous allez à Pôle emploi ? Comment se passe le moment où ce demandeur d'emploi va intégrer le groupe ?
Alors, vous avez d'abord, il faut le dire, une espèce de millefeuille administratif avec beaucoup de structures, souvent portées par des gens très efficaces. Donc, il faut arriver à se mettre un peu isolé. Donc, il faut arriver à se mettre en connexion avec tout ça. On a récemment développé avec une structure qui est dans le groupe qui s'appelle Assofac des systèmes de maraude numérique. Donc, on va sur les réseaux sociaux, dans des univers plus ou moins virtuels pour essayer de capter des demandeurs d'emploi. Et vous leur posez la question, avez-vous besoin d'une formation ? Oui, on leur dit, on leur essaye de voir ce qu'ils ont envie de faire, ils sont en recherche de quoi, quelle est leur expérience, qu'est-ce qui leur intéresse, qu'est-ce qui leur plaît, et d'arriver à connecter ça avec des dispositifs de formation. Il y a effectivement le lien avec les acteurs traditionnels que sont les régions, les conseils départementaux, Pôle emploi. Donc c'est tout un empilement en fait de petites choses qui vont permettre de rallier un maximum de demandeurs d'emploi et de les amener vers les formations qui peuvent les conduire, les ramener vers l'emploi. Ça veut dire que là, ce sont des formations qui, derrière, parce que c'est ça l'intérêt, sans faire de trop belles promesses, l'objectif, c'est qu'à l'issue de cette formation passée au sein du groupe Collège de Paris, parmi toutes les marques, il a un emploi. C'est ça l'objectif. Alors, nous, on travaille par vocation que pour des secteurs en tension. Ça nous amène à faire aussi bien des choses dans le numérique, dans le digital, relativement, voire très qualifiées, mais aussi dans le médico-social, où là, on va s'adresser, on va faire du CAP petite enfance, des assistants pour personnes âgées, des brancardiers, donc des métiers plutôt pour public éloigné de l'emploi. Mais dans les deux cas, vous avez un secteur qui recrute. Sachant qu'il faut quand même noter que vous avez deux stades dans la formation des demandeurs d'emploi. Vous avez la phase amont, où là, on va quand même travailler plus sur les compétences clés, savoir lire, savoir écrire, savoir se présenter, savoir parler. Ouais, le savoir-être aussi. Le savoir-être. Et puis ensuite, une fois que cette couche-là, et puis des choses numériques toutes bêtes, savoir allumer un ordinateur, servir d'une suite Office, etc. Et une fois que vous êtes passé à ça, vous pouvez aller sur des formations plus qualifiantes, où là, vous allez apprendre un métier. Combien de salariés d'ailleurs dans votre entreprise ? Parce qu'on a démarré par la petite histoire des deux frères qui créent leur petite entreprise, mais là c'est devenu une très belle entreprise Vous vous situez comment, de formation, d'enseignement ? Comment vous vous définissez ? Alors, on se définit comme une entreprise à mission dont la raison d'être est de rendre l'excellence accessible, et on explique qu'on exerce cette mission à travers une communauté d'écoles et d'organismes de formation. Ce qui dit bien qu'on est à la fois établissement d'enseignement supérieur et organisme de formation professionnelle. 600 salariés, c'est ça ? 600 salariés, oui. 600 salariés, alors là on met de côté les formateurs, parce que c'est 600 salariés dans le groupe qui sont vos salariés. Combien ? 800 formateurs ? Alors plus que ça, parce qu'en fait on a une base de 15 000 formateurs, donc qui est colossale, à travers un outil qui s'appelle Tutosmi, qui est le leader français qui nous a rejoint là en décembre dernier, et qui est le leader français de la mise à disposition de formateurs pour tout le secteur en fait, pas seulement pour nous mais pour d'autres confrères. Et puis disons que dans ces 1500 salariés, on va en avoir 10% qui sont actifs sur nos écoles. Alors on va parler de l'alternance, mais j'aimerais quand même qu'on parle de votre vocation à l'international, parce que quand on va sur votre site, on découvre cette carte. Et effectivement, vous êtes maillé un peu partout, États-Unis, Bangalore, et puis la Chine. Alors, vous êtes, alors comme on dit, vous avez tenté l'expérience chinoise. Au début, c'était pas folichon, et puis finalement, les portes se sont ouvertes. Racontez-nous. Alors ça, c'est très amusant. On a fait les premiers achats d'école avec mon frère en février 2011, et à la Toussaint 2011, j'ouvrais notre bureau à Pékin. Donc on a démarré notre activité internationale par la Chine, et j'y suis allé, je crois, au moins 2 fois par an jusqu'à la crise sanitaire. Et ça n'a débouché sur à peu près rien. J'ai fait tout un tas de visites, vous avez vu le de pays, cadeaux, quoi. de photos. J'ai fait des visites vraiment intéressantes, mais il n'y a eu aucune conséquence, aucun débouché pratique. Et puis arrive le confinement, où tout se referme, et en particulier l'Asie. Et là, on a eu une chance formidable. C'est grâce à ces liens qu'on avait avec la Chine, on a pu mettre en place des formations à distance. Les Chinois, ne pouvant plus partir étudier à l'étranger, ils partaient beaucoup aux États-Unis, beaucoup en Australie, se sont repliés sur l'enseignement à distance, mais avaient envie encore d'avoir des certifications européennes. Et on a développé comme ça les programmes de type MBA pour des étudiants ou des jeunes entrepreneurs chinois. En distance ? En distanciel, avec des intervenants chez nous qui parlent français ou anglais, un traducteur chinois mis à disposition de notre bureau, et on forme grâce à ça depuis maintenant 2-3 ans environ 200 à 250 élèves chinois. Donc ça veut dire que malgré le fait que le Covid soit tout doucement derrière nous, vous poursuivez ce type de formation en distanciel ? Oui, pour 2 raisons. La première, c'est que l'Asie, c'est pas encore complètement rouverte. C'est compliqué d'aller et de sortir de Chine. On l'a vu avec Shanghai, d'une part. Et puis d'autre part, je pense que c'est un modèle pédagogique qui n'est pas désintéressant, qui apporte de la formation à distance sous une forme synchrone, hein, c'est-à-dire avec en même temps l'intervenant et les étudiants. Et c'est un modèle, je pense, qui a de l'avenir et qu'on va tenter de développer hors toute contrainte sanitaire. Sujet sur l'international.
Parlez-nous de votre stratégie, parce que l'idée quand même, c'est quoi? On comprend bien qu'il y a l'idée d'un va-et-vient entre vos étudiants du groupe qui vont partir, et c'est vrai dans les écoles de commerce, 6 mois, 1 an, pour découvrir un pays, une langue, une culture, et aussi le business. Mais ça marche dans l'autre sens. C'est ça aussi votre idée, c'est qu'il y ait vraiment un croisement et que l'école soit un groupe international. C'est ça l'objectif. Oui, initialement, l'objectif, c'était d'utiliser l'attrait de la France pour les étudiants internationaux, en particulier en provenance des pays émergents, comme étant un levier de développement. Et puis de plus en plus, on s'est mis à déployer nos certifications professionnelles à l'étranger, grâce à des systèmes, on va dire, de quasi-franchise, ou des systèmes de partenariat, ou des doubles diplômes. Oui, parce que vous vous installez dans des universités, vous ne construisez pas le bâtiment Collège de Paris, hein. Vous rentrez de plein pied dans une université en Inde, je pense à Bangalore ou Exactement. ailleurs, et on vous accueille. C'est-à-dire que les étudiants, c'est quoi? Ils ont l'uniforme Collège de Paris, non? Quand même pas. Alors l'uniforme pas encore qu'on a un partenaire africain qui avait tenté ça, mais globalement non. L'idée c'est que nous on va apporter du contenu, des référentiels pédagogiques dans des universités ou des écoles qui existent déjà, qui ont des étudiants qui ont des étudiants qui sont en demande de certification européenne ou en l'occurrence française, et on va apporter tous les contenus pédagogiques qui vont permettre de déployer cette formation dans les pays où on va. Alors, juste une question avant qu'on parle de l'alternance, je ne peux pas m'empêcher de vous la poser. Ça vous manque pas d'enseigner? Ça vous manque pas le contact avec les élèves? Parce que maintenant, vous êtes un chef d'entreprise, à la tête d'une belle entreprise, d'un groupe, vous avez 600 salariés, enfin bref, vous pilotez une grosse entreprise, ça vous manque pas l'enseignement, la classe, la transmission, ou vous continuez d'une autre manière à le faire finalement? Alors déjà, c'est un truc qui est important pour moi, dans notre campus principal qui est dans la Grande Arche de la Défense, et j'ai laissé mon bureau au milieu des étudiants, parce qu'il y a déjà une manière concrète de voir ça, c'est que j'en vois tous les jours, et ça c'est une première chose qui est positive. J'interviens encore régulièrement, alors c'est les rentrées, c'est des conférences, c'est des choses comme ça, mais j'étais pas un très bon prof au sens où j'aimais pas beaucoup répéter mes interventions chaque année. Intervenir une année, ça me plaisait, puis dès la deuxième année, j'avais du mal à me renouveler. En histoire en particulier, parce que bon, quand le programme se répète, on réinvente pas l'histoire. Malheureusement non. Et le bon prof, je crois que c'est le cas de la plupart des intervenants, en tout cas c'est quelque chose que je regarde et que je demande quand je recrute un enseignant, c'est est-ce que vous allez être capable de renouveler votre enseignement? Est-ce que ça va vous amuser à chaque rentrée et à chaque année d'intervenir? Voilà, donc ça c'est je pense une des clés de succès qui fait qu'on a des bons formateurs et qui fait que je suis peut-être mieux dans le rôle que j'occupe aujourd'hui que dans celui d'intervenant. L'alternance, ça a été le sujet, j'allais dire, de l'année 2021, avec un beau résultat français, parce que c'est vrai on nous a toujours comparé aux Allemands comme étant les mauvais élèves en matière d'alternance. Il y a eu un jeune, une solution partenaire de l'émission Smart Job. Ça a bien fonctionné et vous en êtes un des acteurs de cette alternance. Pourquoi ça fonctionne? Pourquoi ça ne marchait pas avant et pourquoi ça a marché cette année et j'espère l'année prochaine? Alors, je pense qu'il y a deux facteurs d'éléments. D'abord, il y a eu une réforme de la formation professionnelle qui a en 2018, qui incluait l'alternance et qui a en fait libéralisé en quelque sorte l'apprentissage. Libéralisé au sens où il y a plus d'acteurs comme moi qui ont pu investir ce champ et sur une base nationale et plus seulement régionale. Donc ça a été un premier coup de booster formidable. Donc la réforme était bonne. Et puis le deuxième, vous l'avez évoqué, c'est un jeune, une solution. Et derrière un jeune, une solution, il y a une mesure d'accompagnement des entreprises pour encourager l'embauche d'alternance. 5 000, 8 000 Ça a fonctionné formidablement bien. C'est 8 000 € au maximum, en particulier pour prendre des gens qui avaient plus de mal à trouver des contrats d'alternance. Et ça, c'est 720 000 apprentis aujourd'hui. Et si on pérennise cette mesure, ce que je souhaite ardemment, je pense qu'on peut arriver au million d'apprentis assez facilement. D'ailleurs, sur ce point, on l'a évoqué il y a quelques jours dans notre débat d'actualité. Vous avez des infos sur la pérennité ou pas de ces aides? Parce qu'elles étaient en suspens, elles s'arrêtent en juin, je crois. Parce que vous aussi, vous risquez d'être impacté sur le plan économique. Alors, on parle, j'espère que ça sera confirmé, en tout cas c'était dans le bagage, on va dire, d'idées qui allaient avec la candidature du président, d'une prolongation au moins jusqu'en décembre, ce qui serait déjà très bien parce que ça permettrait d'avoir une nouvelle bonne rentrée en alternance. C'est quand même relativement lié au cycle universitaire, donc si on veut continuer la croissance, ça serait bien de la prolonger. Je pense que c'est plutôt bien engagé, mais je pense qu'il faut réfléchir dès maintenant, alors peut-être en l'aménageant, en la modulant, mais il faut réfléchir à une manière de pérenniser ça pour encourager les entreprises à prendre des apprentis. Et dès qu'on peut dire, même si ce n'est pas tout à fait exact, c'est une ressource gratuite ou quasi gratuite, ce qui est le cas pour certaines alternances, ça coûte moins cher qu'un stagiaire, et ça c'est quand même un avantage formidable. Et du coup les entreprises se disent, ah mais tiens, c'est peut-être pas bête, et comme ça fonctionne bien l'année d'après, ils en prennent un peu plus, ils en parlent, et donc il y a un cercle vertueux qui se met en place qui est extraordinaire. Il y a un effet motivation, comme ça a bien marché et que les aides étaient quand même plutôt utiles à l'entreprise, on reprend et donc on crée ce cycle sur 5 ans, 10 ans, il faut l'espérer. J'ai lu un papier que vous avez écrit dans LinkedIn
sur la gratuité de l'enseignement, la voie de l'alternance. Ça, c'est un papier vraiment intéressant parce que, j'allais dire, vous êtes à cheval, vous, à la fois des écoles de commerce, des écoles on apprend tous les métiers autour de l'entreprise où on paye. Et puis vous dites l'alternance, il faut le rappeler, le marteler, c'est une formation gratuite. C'est important de le préciser, ça. Oui, tout à fait, une formation gratuite et rémunérée. Ça veut dire que si vous êtes parent, vos enfants ont un contrat d'apprentissage, non seulement vous n'allez pas payer pour leurs études, mais en plus il va toucher une rémunération qui va assez largement couvrir ses frais de vie. La gratuité de l'enseignement, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est bizarre peut-être pour quelqu'un qui est dans l'enseignement privé, ouais. Mais c'est quelque chose qui est dans les débats éducatifs depuis Platon. Dans les dialogues socratiques, vous avez déjà des échanges pour savoir si c'est bien ou mal de faire payer l'enseignement. À l'origine, ça doit être gratuit, puis après c'est voilà. Et en fait, c'est le religieux qui prend la main. C'est toujours gratuit. C'est-à-dire que c'est jamais un jeune qui paye sa formation, ou quasiment jamais qui paye par lui-même. Il va, même s'il y en a qui ont des petits jobs, des choses comme ça, mais globalement, c'est payé par vos parents, c'est payé par des bourses, c'est payé par l'État. Il y a de toute façon des systèmes de solidarité qui se mettent en place. Et je pense que l'apprentissage, c'est un système de solidarité intéressant qui permet une gratuité de l'enseignement, une gratuité qui peut aller à tous les niveaux, qui part du niveau CAP, mais qui peut permettre d'aller jusqu'au niveau Bac plus 5, jusqu'au master. Ça, c'est important d'ailleurs d'avoir élevé jusqu'au master l'alternance. Ça n'avait pas été, c'était pas le sujet au départ, et puis finalement le gouvernement a changé d'avis. Et il a bien fait parce que vous évoquiez l'Allemagne. Ça, par exemple, on commence à construire une voie française de l'apprentissage, c'est-à-dire un apprentissage qui peut couvrir tous les cycles, y compris l'enseignement supérieur, et qui peut former tout le monde, y compris les meilleurs. Et le tertiaire, parce que c'est vrai que les Allemands étaient très forts aussi sur l'apprentissage technologique, parce qu'il y a beaucoup d'usines. Vous dites quand même dans votre article, ça c'est intéressant, c'est le contrepoint, c'est qu'au même moment, en tout cas vous le prédisez, le coût des formations va augmenter. Parce que plus de technologie, plus d'investissement, plus besoin de matériel. Et donc, de fait, vous dites, on ne va pas aller vers moins, mais avec des coûts plus importants de la formation. Oui, parce que travailler dans l'éducation, ça demande des investissements très importants. Ça demande des investissements dans la digitalisation, ça demande des investissements dans les campus. Il y a des projets toujours plus importants. On sait qu'il y avait un retard de la France par rapport aux pays anglo-saxons. Ça demande des professeurs de plus en plus capés, de plus en plus diplômés. Tout ça, ça coûte. Et donc, le coût de l'enseignement, et c'est plutôt bien, il va avoir tendance à augmenter. Et donc, il faut imaginer des systèmes pour que tout le monde y ait accès. Et là encore, je pense que l'apprentissage, c'est une bonne, voire une très bonne réponse pour ça. Tiens, avant de nous quitter, parce que je veux qu'on parle de l'avenir, parce que votre groupe bouge et se développe évidemment un peu plus encore. J'ai vu que vous aviez créé le Metaverse College. C'est-à-dire que vous aussi, vous êtes sur ce marché dont beaucoup se disent, on ne sait pas trop où ça va aller. Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce que vous faites une formation? Donc vous y croyez? Alors oui, on y croit puisque, en fait, si vous voulez, on est un peu comme à l'époque de la ruée vers l'or, on est des fournisseurs de pelles et de pioches. C'est-à-dire que quand on a vu apparaître, ça fait 1 an à peu près qu'on travaille là-dessus, parler de nos écoles de design, c'est eux qui nous en ont parlé en premier. Quand on a vu apparaître le buzzword en quelque sorte du métaverse, on a soulevé le capot et on s'est dit concrètement quelles compétences et quels métiers vont être mobilisés dans ce genre de projet. Et là, on a vu des choses qu'on connaissait déjà, de l'architecture 3D, de la réalité virtuelle. On avait des écoles qui faisaient ça, notamment l'école bleue, des applications financières, des crypto-monnaies, des NFT. On avait des écoles qui enseignaient ça, de l'informatique, du développement. On avait des écoles comme OpenIT, l'Estiam, du digital. Bref, on s'est aperçu qu'en fait, derrière ce mot métaverse, il y avait des compétences et des métiers très concrets et que les boîtes qui allaient développer des projets là-dedans, ils allaient avoir besoin de ces compétences-là. Et c'est comme ça qu'on a construit l'offre du Metaverse College. Donc finalement, c'est en réunissant tous ces blocs un peu éparpillés pour créer finalement une cohérence. Parce que le métaverse, évidemment, il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui achètent des terrains, commencent à créer du virtuel en achetant des territoires, en imaginant qu'on fera du business. Donc vous y croyez. C'est intéressant d'entendre un formateur, enfin la tête. Vous croyez à ce marché possible? Je crois que c'est un gisement d'emploi, oui. Je suis convaincu que c'est un gisement d'emploi. Dès que vous avez du projet, dès que vous avez des entreprises comme Meta qui investissent des sommes importantes là-dessus, derrière, il va falloir des compétences et donc il va y avoir des besoins d'emploi. Tiens, d'ailleurs, hier, on faisait une émission pendant que je tiens le patron d'un groupe qui a des milliers d'étudiants demandeurs d'emploi, mais aussi salariés, parce que vous avez aussi des salariés qui se forment. On avait un débat sur l'orthographe. Vous faites partie de ces rigoristes. Vous avez été prof d'histoire, donc j'imagine rigoureux sur l'orthographe. Vous les voyez, ces étudiants, ces salariés, dont le niveau d'orthographe baisse? Est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous mettez des moyens sur la table pour dire je veux plus d'étudiants qui fassent 10 fautes par mail?
Alors c'est amusant parce que globalement, je suis de ceux qui pensent que contrairement à ce qu'on dit, le niveau baisse pas. Parce que depuis le temps où on dit le niveau baisse, si l'humanité baissait aussi vite que on dit ça depuis Cicéron, on serait déjà revenu à l'âge des cavernes. Sauf, et ça les gens qui font la recherche en pédagogie reconnaissent, il y a un domaine où le niveau c'est vraiment décalé, c'est effectivement l'orthographe. Donc il y a pas mal de choses comme le certificat Voltaire, comme ce qu'on fait. Le Robert aussi a fait des choses pour certifier le niveau d'orthographe. Mais vous le constatez, c'est-à-dire que tous vos directeurs et tous les formateurs avec qui vous avez des échanges, parce que forcément vous avez des remontées d'informations, vous disent j'ai parfois des difficultés sur la qualité lexicale d'écriture, d'orthographe. Alors moi, ce qui m'inquiète plus là où on a des remontées, c'est quand les difficultés de syntaxe, les difficultés à exprimer clairement une idée. Parce que à l'écrit ou à l'oral d'ailleurs. Oui, parce que l'orthographe, vous avez un paradoxe. Vous avez un niveau spontané d'orthographe qui a baissé. Mais par la grâce des correcteurs orthographiques, vous avez une espèce d'équilibre qui se fait. Mais globalement, je pense qu'il y a un vrai besoin d'apprendre aux gens à s'exprimer le plus clairement possible, à structurer leurs pensées, à structurer leurs idées, à pouvoir exprimer une pensée un peu plus longue que les expressions courtes que vont favoriser les systèmes de messagerie ou les réseaux sociaux. Donc si je devais pointer un besoin de formation qui me paraît au moins aussi important que l'orthographe, je pense que ce serait plutôt celui-là. Donc le problème de l'oralité, la capacité de pouvoir exprimer sa pensée en mots clairs, en mots simples, et si possible impactant. Si possible impactant. Juste avant de nous quitter, c'était ma dernière question ou mon avant-dernière. Il va où ce Collège de Paris ? Collège de Paris, ça fait bien sûr référence au college, enfin au mot anglais, qui est un grade. C'est bien cela, l'esprit. Oui, c'est ça. Ça fait à la fois référence à l'univers universitaire anglo-saxon, les collèges anglo-saxons, comme vous l'avez bien dit, et en même temps au collège médiévaux. La Sorbonne s'appelait le collège Robert de Sorbonne. Qui était comme des ambassades, il faut le préciser. C'était des zones. C'était en fait des zones franches et c'était des zones qui étaient des communautés de maîtres et d'élèves. Alors où est-ce qu'on va essayer d'emmener ça ? Notre idée, c'est de devenir le leader d'un secteur émergent, à mon avis, qui est celui de l'enseignement supérieur professionnel. On a longtemps vécu avec un monde de l'enseignement supérieur, les grandes écoles, les universités, et un monde de la formation professionnelle qui étaient deux choses différentes. Et là maintenant, il y a une confluence qui est possible, que j'appelle l'enseignement supérieur professionnel. Et notre envie, c'est d'aller dans cette direction. C'est ça votre philosophie, pour boucler notre échange. C'est de la formation de niveau étudiant, mais pour professionnels. Exactement. Avec la même qualité d'enseignement. Exactement. On veut apporter la même qualité d'enseignement, la même vie étudiante, l'expérience étudiante que peut vivre un étudiant qui a eu les chances d'intégrer les meilleures écoles, et dans le même temps, un niveau de certification, de formation qui soit le plus professionnalisant possible. Pour éviter aussi le phénomène un peu endogamique des écoles de commerce où on retrouve des populations venant de mêmes milieux sociaux. C'est un autre vrai sujet sur l'éducatif et la formation. C'est vrai que c'est compliqué pour certains jeunes de pouvoir accéder à ce type d'école. Et oui, c'est pour ça que je reviens sur l'apprentissage, mais on ne se rend pas compte à quel point c'est un levier de diversité formidable. Je ne dis pas que ça résout tous les problèmes, enfin les questions d'inclusion, les problèmes dans les quartiers, tous ces trucs-là, quand on offre aux gens des formations gratuites et rémunérées qui mènent à des certifications supérieures, on règle quand même une partie importante de ces difficultés. Olivier Delagarde, ultime et dernière question, il va où votre groupe ? Vous l'emmenez où ? C'est quoi dans 10 ans le groupe Collège de Paris ? Parce que vous êtes déjà en train de vous projeter la preuve, Metaverse College, vous êtes déjà en train de réfléchir à demain. J'aimerais être le leader de l'enseignement supérieur professionnel, donc je suis encore parmi les relativement gros challengers, donc il y a une vocation au leadership. J'aimerais être présent, comme je le suis aujourd'hui, sur toutes les grandes régions et tous les continents, mais l'étape d'après, ça serait d'y être en propre. On a été assez agile à l'international, avec beaucoup de partenariats. Maintenant, voilà, on connaît ça, donc on va pouvoir s'y implanter en propre, et puis voilà, être très fort dans le sous-continent indien, en Afrique, en Amérique latine, là où il y a des bassins de population, de demande, et idéalement arriver à faire que tout ce monde-là soit interconnecté. Ça fait quoi au Collège de Paris quand on est dans le monde, parce que vous voyagez beaucoup à travers tous les sites, vous êtes implanté, c'est une marque qui plaît encore, il y a encore ce rêve quand on dit Collège de Paris pour les étudiants du monde entier qui rentrent dans vos écoles, ça fait rêver encore ? Paris, c'est certain. La France également. Et derrière, vous avez l'idée du vieux continent, c'est le terme à la mode pour parler de l'Europe, mais qui garde une puissance de qualité de formation, de réputation du savoir, et qui va conserver. Alors on peut parler de déclin, mais au fond, ce que je dis souvent, c'est que les Romains envoyaient encore leurs enfants étudier en Grèce longtemps après la chute d'Athènes. Et je crois qu'on peut souhaiter la même chose à l'Europe et à la France, et qu'on reste un lieu attractif pour l'enseignement. C'est génial, Olivier Delagarde, parce que quand on est avec vous, on fait aussi
de l'histoire. On voit quand même l'importance de l'histoire dans votre parcours professionnel. Merci d'être venu nous rendre visite pour nous parler de votre groupe, le Collège de Paris, 600 salariés et un groupe à vocation internationale, redisons-le, Asie, Pékin, l'Afrique, je crois que c'est le Sénégal, me semble-t-il, je dis une bêtise. Le Cameroun aussi. Le Cameroun. Merci Olivier Delagarde à la tête du Collège de Paris. Tout de suite, fenêtre sur l'emploi. Tiens, on parle des jeunes qui justement notent les entreprises. Ils ont été alternants ou en stage, mais ils mettent des notes et ça va donner un label. On en parle tout de suite. Fenêtre sur l'emploi avec Now Jobs, l'application qui simplifie vos recrutements. Fenêtre sur l'emploi, on parle des jeunes alternants, stagiaires qui, on va en parler longuement évidemment, notent, jugent, évaluent les entreprises. Ça, c'est quand même assez nouveau parce qu'on se souvient d'élèves qui s'étaient amusés comme ça sur les réseaux sociaux à noter leurs profs et ça avait fini quasiment au tribunal, formellement interdit de noter son prof. Et on en parle avec vous, David Alexandre Gava. On ne parle pas de la notation des profs, hein, on est bien d'accord. On va parler du label engagement jeune. D'abord, expliquez-nous la genèse de tout cela. Parce que je donnais l'exemple des élèves. Il y a beaucoup de classements des hôpitaux, des classements des écoles de commerce. Et on a déjà des classements. Absolument. Mais dès qu'un élève commence à nommer le prof de maths ou le prof d'histoire et à mettre des notes, là, c'est formellement interdit. Là, ce qui est intéressant dans le label, c'est que ces alternants et ces stagiaires donnent leur évaluation. Absolument, oui. C'est né comment tout ça ? En fait, c'est né dans le cadre du projet Engagement Jeune, qui est la plateforme sociale qui permet en fait aux entreprises de rester en contact avec les jeunes qu'elles ont formés à travers stage ou alternance et que malheureusement elles ne peuvent pas embaucher à un moment donné, notamment au sortir du jeune de sa formation. Alors c'est une plateforme qui a été créée dans une logique complètement RSE. D'ailleurs, toutes les entreprises qui utilisent Engagement Jeune l'ont vraiment positionné dans leur politique de RSE. Et en fait, ça a été lancé parce qu'on s'est aperçu que la plupart des entreprises finalement sélectionnaient bien, attiraient bien, recrutaient bien, intégrait bien, faisait bien monter les gens en compétences. Mais c'est la fin effectivement du processus, voilà, où là il manque quelque chose. Donc on s'est dit, restons en contact avec les jeunes à travers finalement une plateforme électronique où les entreprises vont pouvoir les inviter. Elles peuvent ensuite aller repuiser dans ce vivier de talent qui a été finalement acculturé, donc qui connaît très bien l'entreprise et qui serait très content de revenir, parce qu'ils sortent au moment où parfois il n'y a pas les postes pour eux. Alors l'autre avantage de la plateforme, c'est de pouvoir mettre tous ces jeunes en fait en contact avec l'écosystème de l'entreprise. Sous-entendu, je suis grand groupe, malheureusement je ne peux pas te garder, en revanche je t'aide à rebondir au sein de mon écosystème, y compris de façon beaucoup plus élargie. 3000 jeunes ont répondu au sondage, on est bien d'accord ? Absolument, mais 50 000 sont accompagnés par la plateforme. Voilà, donc on les garde pendant un temps donné. D'ailleurs, ce sont eux qui décident du temps pour lequel ils souhaitent continuer à utiliser la plateforme. Mais effectivement, un peu plus de 3000 ont répondu. Et vous vouliez la méthode peut-être ? Oui, la méthode, le questionnaire, parce que donc ils répondent, ils acceptent de répondre. Absolument. On leur pose des questions précises sur quoi ? Sur la manière dont ils ont été accompagnés, encadrés. Qu'est-ce qu'on leur demande ? Alors, il y a 8 dimensions qui sont étudiées. Et effectivement, on va leur poser un certain nombre de questions. Alors, des questions avec des gradients de 1 sur 10, qui nous permet ensuite de comparer les entreprises. On pourra parler justement de l'output tout à l'heure. Oui. Et puis ensuite, on va aller creuser sur chacune de ces dimensions. Alors, les dimensions, je ne vous les cite pas toutes, mais en gros, elles vont de comment je me suis senti recruté, quelle a été mon expérience en termes d'intégration, quid de mes conditions de travail, est-ce que mon tuteur a été à la hauteur ou pas, comment j'ai vécu la politique sociale de l'entreprise, etc. Voilà. Donc, on va poser des questions sur ces grandes dimensions, puis ensuite, on va aller détailler. Donc c'est très intéressant ça, parce que, juste un détail, le jeune qui répond et qui accepte de répondre, c'est sous la base de l'anonymat, parce que quand l'entreprise récupère ce retour, il ne faut pas qu'elle ait Gilles Dubois, dont elle se rappelle très bien, et qu'elle va dire je ne vais pas le reprendre vu ce qu'il dit sur moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait. C'est anonyme. Hein ? C'est absolument anonyme, oui. Alors comment ça marche ? Alors d'abord, c'est un tiers de confiance qui questionne, donc cet engagement jeune, ce n'est pas l'entreprise. Et donc là, les jeunes vont souvent être beaucoup plus directs, beaucoup plus cash. Hein. Si l'entreprise leur pose des questions quelques semaines avant qu'ils quittent l'entreprise, forcément... Douceur, prudence. Il y a des chances. Voilà. Là, c'est un tiers de confiance qui pose des questions. Donc ils peuvent se lâcher. Sous couvert de l'anonymat. Donc effectivement, ils sont très cash et ils peuvent absolument se lâcher. Et c'est l'objectif. Sinon, on n'apprend rien. Bien sûr. Donc les jeunes répondent.
on anonymise toutes les réponses. On va comme ça attendre jusqu'à la fin de l'année. On va stocker ces réponses. On va s'assurer avec un moyen de jeton informatique que les jeunes ne puissent répondre qu'une et une seule fois. Et c'est bien uniquement les jeunes invités par l'entreprise qui vont pouvoir répondre. Ce n'est pas des jeunes qui passent sur le net et qui répondent à un questionnaire sur une entreprise qu'ils ne connaissent pas. Qui n'aurait aucun sens et qui finalement déformerait finalement votre étude. Absolument. Alors l'entreprise a moyen de segmenter également en disant, voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est de splitter les jeunes par zone géographique ou par filiale. Comme ça, derrière, on a des résultats qui peuvent être beaucoup plus fins. Et ça permet de cibler, de voir que sur une filiale, on a eu un très bon accueil alternant ou stagiaire. Absolument. Sur une autre, on est plus faible. Exactement. Donc c'est un indicateur. Absolument, oui. On split également par sexe. Aujourd'hui, on sait que dans certaines entreprises, on a beaucoup de mal à recruter des filles dans l'industrie, par exemple, ou des garçons ailleurs, ou dans la tech, effectivement. Donc ça permet de voir également quelle est la perception par genre, finalement, sur la façon dont ils ont vécu l'entreprise. Qu'on soit bien clair, hein, vous nous l'avez dit dès le départ, je prenais l'exemple des élèves qui ont noté certains profs et ça s'est arrêté très rapidement. Là, c'est l'entreprise qui est demandeuse. C'est ça en fait, elle vous dit, moi j'ai besoin d'être challengé, je veux savoir où ça pêche. Absolument, c'est ça. Hein. Ouais. Et quelque part, ce n'est pas Engagement Jeune qui l'a inventé, nous on l'a développé, mais à la demande des entreprises. Ce qui est très amusant, c'est que assez vite, en fait, au bout de quelques mois, les entreprises sont venues nous voir en nous disant finalement, on gère déjà nos viviers de jeunes sur la plateforme, tout se passe bien, on est très contents. Les tuteurs recommandent les jeunes, d'ailleurs, ce qui aide les recruteurs à savoir comment s'orienter et à mieux définir la qualité d'un jeune. C'est important ce que vous dites, hein. Les recommandations sur un jeune, stagiaire, alternant, on va voir ce qu'a dit le tuteur ou le manager. Absolument. Ça, c'est une donnée que voient bien sûr les recruteurs de toutes les entreprises. C'est une donnée qui est partagée très important. Et c'est fait pour. Et donc, les entreprises sont venues nous voir en nous disant finalement tout ça marche très bien. Qu'est-ce qui nous empêcherait de poser quelques questions aux jeunes pour pouvoir finalement à la fois nous benchmarker par rapport à d'autres entreprises et puis valider ce qui colle ou ce qui ne colle pas. Avant de voir le palmarès, parce qu'il y a quand même 28 entreprises donc, qui ont reçu le label, on est d'accord, on va citer quelques marques, on va les citer, mais qu'est-ce qui ressort d'une manière générale, puisque c'est anonyme, que les jeunes, vous nous dites qu'ils se lâchent, qu'ils ont plus de liberté de ton? Qu'est-ce qui ressort? Quelles sont les grandes tendances, les critiques ou les difficultés qu'ils ont reçues ou les éléments positifs d'ailleurs? Oui, ça c'est très dépendant d'une entreprise à l'autre. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant de regarder vraiment compagnie par compagnie. Alors, il n'y a pas des éléments communs qui peuvent réunir le... Alors, il y a des choses qui peuvent revenir. Alors, très fréquemment, c'est j'ai été intégré mais mon tuteur n'était pas là le premier jour. Voilà. Donc ça c'est côté grief. Et donc ça effectivement il faut vraiment y faire attention. Donc le stagiaire se retrouve tout seul perdu ou l'alternant? Ça peut arriver. Vous récupérez par un bout de l'équipe mais c'est pas toujours bien vécu. Donc, ouais, c'est marque de confiance et marque d'attention, de respect, être là le premier jour. Autre chose qui ressortait, alors beaucoup plus les années précédentes, hein, le label on l'a démarré en 2016, donc maintenant il y a quelques années de donc vous avez un vie. recul. Et donc on a du recul et on a presque une vue un peu barométrique. Hein, les entreprises qui s'y sont mises depuis le début voient maintenant l'évolution en creux ou en force, plutôt en force bien sûr, en s'appuyant sur l'étude de leur politique. Autre point qui revenait assez fréquemment au démarrage, que je vois beaucoup moins maintenant dans les études, c'est j'arrive mais mon badge n'est pas prêt, mon PC n'est pas prêt. Ouais, toutes les questions d'organisation, quoi. Exactement. Ouais, je suis dans le hall, je suis assis sur le fauteuil, je ne peux pas rentrer. Ouais, ça c'était assez fréquent au démarrage, on le voit beaucoup moins aujourd'hui. Parce que c'est assez agaçant, c'est vrai. C'est clair. Parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas attendu, quoi. Absolument. Et ça c'est travaillé. Vous voyez l'évolution depuis 2016 sur la façon dont on accueille ces jeunes qui attendent beaucoup, j'imagine, de ce premier jour. Et c'est absolument. Et c'est vraiment un des deux gros bénéfices, on va dire, de ce type d'études. Alors, le premier, c'est de s'améliorer en continu, c'est-à-dire que sur un graphe, l'étude qu'on rend, d'ailleurs, elle fait plus d'une centaine de slides, donc elle est vraiment extrêmement détaillée. On rend l'entièreté des verbatims avec les fautes d'orthographe, tout est dedans. Les fameuses fautes d'orthographe. Il y en a on parfois, en parle depuis quelques jours sur le plateau. On les corrige pas. Voilà, donc c'est vraiment brut de fonderie, on rend, mais on donne également un certain nombre d'analyses. Donc le premier point, c'est s'améliorer sur la base de tout ce que vous disent vos jeunes. Certaines entreprises d'ailleurs font des POC, hein, donc des tests quelque part, et vont mettre en place une méthodologie, un processus dans un bout d'organisation. Ils vont attendre la mesure via l'enquête et donc le retour des jeunes pour se dire finalement ça marche bien, je généralise. Ou à contrario, bon, ça marche pas bien, mais on pense que c'est une bonne idée, il faut la creuser, on va continuer à l'améliorer, ou bien non, c'était pas une bonne idée, on l'arrête. 35 entreprises qui avaient candidaté, on est bien d'accord. Ouais. 28 reçoivent un label employeur de choix. Et puis ce qui est intéressant, c'est les items, puisqu'ensuite il y a des items où ils se révèlent. La meilleure expérience de recrutement, c'est pour Malakoff Humanis. Absolument, cette année, tout à fait. Dans le baromètre 2016-2022,
Elle a toujours été dans les classements ou vous l'avez vu progresser, pour citer celle-ci? Alors, cette entreprise-là est entrée il n'y a pas si longtemps. D'accord, Donc, elle vient d'arriver, quoi. Ouais, elle est arrivée il y a l'année passée et effectivement, au bout de 2 ans, vous voyez, elle est déjà en pole position sur cette dimension-là. Voilà. Donc ça, c'est l'expérience recrutement. Alors ça veut dire que le jeune, dans sa globalité de la période où il était dans l'entreprise, s'est senti bien dans l'entreprise. C'est ça l'idée? Ou c'est le moment où il est entré? Non, là, c'est le moment où il a été quelque part sélectionné. Évalué. C'est vraiment l'amont. Voilà. C'est est-ce que j'ai été respecté? Est-ce qu'on m'a présenté les missions? Est-ce que j'ai eu des doutes? C'est ça. Est-ce qu'on a répondu à mes questions? Voilà, c'est ça. La meilleure expérience d'intégration, c'est pour Orange. Absolument. Donc ça fait référence au grief que vous évoquiez tout à l'heure. Mon intégration, c'est-à-dire je rentre, comment on m'accueille, est-ce qu'on me paye un café, est-ce qu'on s'intéresse à moi, enfin tous ces sujets-là. Exactement. Et ça, c'est Orange. Alors tout à l'heure, vous me parliez de est-ce que Orange. Alors Orange, pour le coup, est là depuis le début. Enfin, on peut les citer parce que c'est vraiment benchmark. Des historiques. Ouais, Orange, ça doit faire 2-3 ans de suite, j'ai plus tout l'historique en tête, mais qui sont en pôle position sur la dimension intégration. Donc ils font vraiment des choses vraiment sympas. Concrètement, par exemple, qu'est-ce qu'ils font qui fait que depuis 3 ans ou 2 ans, ils sont au top? Un accueil, un vrai accueil un vrai accueil, voilà. Et c'est pas simplement le tuteur, c'est-à-dire le tuteur s'appuie, le maître d'apprentissage s'appuie sur toute l'équipe, par exemple. Voilà, donc c'est le petit café, effectivement, souvent les petits croissants pour arriver. Bon, le manager. Voilà, les licences informatiques qui sont là, le PC qui est là quand ils en ont besoin. Enfin voilà, l'accueil dans sa globalité est extrêmement bien évalué chez Orange. Meilleur tutorat, Volvo, Renault Truck, ça c'est intéressant parce que il faut le redire et le répéter, le rôle du tuteur est essentiel. Absolument. C'est vraiment le maître. Au sens propre du mot, au sens grec du mot d'ailleurs. Ah, tout à fait, oui. Et ça, c'est important. Volvo, pareil, entreprise à longue histoire dans le baromètre. Oui, ça fait effectivement, c'est quasiment depuis le début et ça doit faire la 2e ou la 3e année qu'ils ont la pole position, qui sont les meilleurs sur cette dimension-là. Oui, alors à base de formation, ils forment leurs tuteurs. D'accord, donc ils engagent aussi, ils investissent sur leurs tuteurs. Absolument, c'est indispensable, je pense, pour bien faire son boulot. La meilleure politique RH, c'est Saint-Gobain. Oui. Les meilleures conditions de travail AG2R, la mondiale. Juste une question d'ordre méthodologique. On ne peut pas être à la fois la meilleure expérience recrutement, mais en même temps avoir les meilleures conditions de travail. Si, on pourrait. On pourrait, c'est déjà arrivé. Ça s'est passé dans le passé, effectivement. Certaines entreprises ont trusté les meilleures places dans 2 classements. Et puis enfin, c'est la vie, et c'est très bien. Et donc ça veut dire qu'il y a des entreprises qui peuvent aussi truster plusieurs meilleurs quelque chose. Oui. D'ailleurs, on essaye de les mettre en contact. Celles qui veulent progresser parce que elles voient qu'elles sont en creux sur une dimension donnée, on essaye bien sûr de les mettre en contact avec les très bonnes. Et puis je ne voudrais pas oublier le groupe AXA. Oui. Il faut quand même, parce que là, c'est des items par thématique, mais le groupe AXA, c'est un des secteurs de l'assurance, lui, c'est la meilleure évaluation globale. Et ça, c'est la première fois. Ça, c'est la première fois, effectivement, pour AXA. Ouais. C'est pareil, je ne peux pas le faire ici, mais on pourrait lire les verbatims qui sont assez exceptionnels pour tous ces groupes-là. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont labellisés, c'est pas parce qu'on est 2e qu'on est mauvais. On est quand même très bon quand on a le label. C'est ce que je veux dire. Même 3e, ça reste aussi quand même des gens qui sont bien notés par les... Juste un mot avant de nous quitter. Ça recèle quand même de la marque employeur. Tous ces jeunes sont des ambassadeurs potentiels et aussi colportent l'image de l'entreprise à l'extérieur. C'est important, ça, pour eux. Ça, c'est le 2e objectif. Là, vous me rattrapez sur ce que je voulais vous dire tout à l'heure. En ce moment, on le voit, il y a une grosse tension sur le marché de l'emploi là, depuis en gros la fin de l'été. Les entreprises, elles ont absolument intérêt à attirer. Voilà. Le label, ça garantit via un tiers de confiance que l'entreprise, elle est effectivement jeune accueillante. Alors ça sert pour des jeunes diplômés, mais ça sert aussi pour fournir ces campagnes d'alternants à former. Avant de nous quitter, dans la proportion des répondants, des fameux 3000 répondants, on est plus des répondants alternants ou stagiaires, ou ça s'équilibre? Parce que les alternants, c'est un enjeu, j'allais dire, presque plus fort que le stagiaire. L'alternant, il est en formation et dans l'entreprise rémunéré, donc c'est très différent quand même. On ne lui demande pas la même chose. Non, c'est clair. Aujourd'hui, les répondants, c'est 80% d'alternants, 20% de stagiaires. Voilà. Donc, effectivement, il y a un poids supérieur aux alternants. Et un poids, et puis évidemment, j'imagine une mobilisation aussi. Non pas qu'il faille oublier les stagiaires, mais l'alternant est un potentiel CDD, CDI en général qui suit et qui va vivre dans l'entreprise. C'est l'objectif. Et sinon, Engagement Jeune est là justement pour les recueillir et les partager. Et je voudrais reciter le site www.engagement-jeune avec un s.com qui permet d'avoir ce vivier de stagiaires, d'alternants, qui permet aussi d'avoir les évaluations
évaluation, il faut le redire, qui permet de voir concrètement la qualité de la personne. Merci. Et sur lequel le recrutement est gratuit. Donc PME, ETI, start-up, grand groupe, oui, allez-y, c'est gratuit. C'est important parce que c'est souvent un coût le recrutement pour les petites entreprises. Et là, vous pouvez aller sur www.engagement-jeune avec un s.com. Merci à vous, David, Alexandre Gava. Merci à vous de nous avoir suivis. L'émission est terminée. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Merci à toute l'équipe. Merci à Lauriane pour la réalisation. Merci à Amanda pour le son. Merci à Fanny Griesmer. Merci à Lily et merci à Carla. C'est une équipe de femmes aujourd'hui en régie. Je serai là demain. Bye bye.